Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors là, ce podcast, on va parler un petit peu de l'événement normalement qui se déroulera demain. Cet événement interplanétaire, enfin non, peut-être pas d'ailleurs, peut-être que en France, qui est l'ouverture des salles de sport. Ah, je m'étouffe en même temps, j'ai bu trop vite. Bref. Oui, les salles réouvrent demain logiquement, sauf s'il se passe un truc entre le moment où j'enregistre. Alors moi j'enregistre le lundi, donc vous l'avez le mardi, le podcast. Donc j'espère et j'imagine que entre aujourd'hui et mercredi, il y aura pas de nouvelles complications de ce côté-là, mais en tout cas les salles vont réouvrir. Donc il va y avoir un petit dossier à la fin de cet épisode sur ça justement, sur la réouverture des salles de sport. On va en discuter un peu peinard, un peu relax parce que c'est un sujet de tension, donc on va essayer de se détendre et d'en parler tranquillos. Et avant de démarrer, alors il y a plusieurs sujets, on va parler d'agroalimentaire, on va parler de testostérone, on va parler de quoi déjà, parce que j'ai récolté quelques sujets. Oui, c'est ça, on va parler d'agro, de testo, de pizza et de réouverture des salles de sport. Bon, avant de démarrer l'épisode, pour ceux qui se préparent là justement à cette fameuse réouverture, vous savez que depuis quelques semaines déjà, je publie chaque semaine un cours sur chaque groupe musculaire pour le travailler. Alors il y a une partie anatomie, il y a une partie aussi localisation d'une zone du muscle, etc. Enfin bon bref, vous avez compris, si vous avez un point faible musculaire, ischio, quadri, pec, épaule, etc. Sort comme ça au compte-gouttes chaque semaine un cours qui vous montre comment travailler ce groupe musculaire, alors en fonction de votre morphologie, mais aussi en fonction du développement, du souhait de développement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir envie, par exemple, d'avoir des gros bras, des plus gros bras qu'ils n'ont des grosses épaules, parce qu'ils ont déjà des épaules assez importantes et ils ont envie de développer des bras. Donc voilà, c'est plein de vidéos comme ça qui sortent au compte-gouttes. Le but, c'était justement d'en avoir le maximum et que ça se terminerait plus ou moins au moment où les salles de sport vont réouvrir. Bon, vu que je sectorise tous les muscles, il va en rester encore quelques-uns. Il reste les avant-bras. Là, ce week-end, le week-end qui arrive va sortir de mémoire les fessiers. Donc, pour toutes les femmes d'ailleurs, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse plus les femmes, alors que les hommes devraient s'y intéresser, à avoir un cul musclé, parce que justement le cul musclé affine la taille. Enfin voilà, j'explique un petit peu pourquoi, comment et tout ça. Mais donc ce week-end là, si vous écoutez le podcast à la sortie de celui-ci, sachez que dimanche sort le cours sur les fessiers. Il y aura les abdominaux la semaine d'après, il y aura les pectoraux, etc. Ça va suivre. Et là, ce week-end est sorti, donc c'est déjà disponible, sur les triceps. Triceps, ce groupe musculaire oublié, ce groupe musculaire que personne ne voit parce qu'en fait, on n'a pas des yeux dans le dos. Alors que si, justement, on voit les triceps, ça donne de la largeur de face avec la largeur d'épaule. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un mail. Si vous n'avez pas été voir votre boîte mail depuis quelques jours, allez voir. Et si c'est pas dans votre boîte mail, c'est peut-être dans vos spams, parce que maintenant, même quand on fait du contenu sans publicité pour les produits, les machins, les compléments alimentaires et tout, on se retrouve parfois quand même dans les boîtes spam, c'est les nouvelles règles de toute façon, c'est comme ça, c'est la dure loi du monde d'internet pour les petits entrepreneurs comme ça. Donc allez faire un tour, vous avez le mail, je vous ai mis une photo, en fait dans cette photo je vous montre exactement comment la largeur d'épaules en fait est définie également par l'externe du triceps. Enfin bon bref voilà, si vous avez envie de développer des bons triceps, que vous avez envie de savoir comment les bosser et éviter un petit peu le risque de blessure et tout ça, allez voir ce cours, moins d'1 heure. Maximum 1 heure, vous avez le cours en vidéo, plus après vous avez toutes les notes déjà prises sous forme de PDF, comme ça vous n'avez pas besoin de noter en même temps, ça vous fera des petits repères. L'idée en fait c'est vous pouvez regarder le cours en fonction de la séance que vous allez faire dans la journée, mais d'avoir les petits PDF en plus, c'est justement le bon pense-bête, parce que quand vous allez retourner en salle, là, ça vous permettra d'avoir tous vos petits PDF, et en fonction de n'importe quelle machine, de n'importe quel groupe musculaire, vous allez pouvoir savoir, j'ai choisi cette machine, attends, je reprends le PDF, qu'est-ce qu'il disait Théo sur le sujet? Si je prends cette machine, ça va plutôt travailler telle partie du muscle, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, non. Et en fait, ça permet, parce que n'oubliez pas que le sport, quand on fait de la muscu, on y va régulièrement et tout ça. Donc on répète souvent les mêmes routines par automatisme et par confort, tout simplement le confort psychique d'avoir de ne pas avoir à penser à faire un nouveau programme. Et ça peut conduire à des déséquilibres et tout ça.
Donc juste moi, ce que j'aime bien faire avec les cours que je propose, c'est que les gens, quand ils vont être face à un mouvement qui projettent de faire, que ça soit au poids libre, au poids de corps ou avec machine, se dire ok, j'ai décidé de faire ce mouvement, ça va travailler telle zone musculaire, est-ce que j'en ai besoin ? Et donc, ça permet un petit peu de recalibrer son programme pour justement travailler sur les zones qu'on souhaite développer, qui sont un peu à la traîne depuis des années ou qu'on a un peu trop négligées. Voilà. Donc, le lien est dans la description, dans les notes de cette émission, là, dessous, si vous êtes sur YouTube ou ailleurs, je sais pas où ça se trouve, si vous écoutez le podcast sur une autre plateforme. Mais sinon, vous allez sur www.fitnessmiss.fr, vous trouverez facilement sur la page d'accueil, vous scrollez un peu, vous trouverez les fiches anatomie pour les groupes musculaires que j'ai déjà fait. Voilà. Bon, alors, le premier sujet, c'est un article. Ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit. Enfin, peut-être vous en avez pas entendu parler, mais ça a fait du bruit. En tout cas, moi, dans les actualités, j'ai eu au moins 5 ou 6 journaux qui en parlaient en même temps. Nestlé reconnaît dans un document interne que la plupart de ces aliments ne sont pas bons pour la santé. Bon, dans une présentation interne diffusée au cadre dirigeant. Donc là, c'est la citation de l'article. Donc la source de l'article, je sais plus si c'est, je vais vous dire ça, c'est France TV Info. Donc voilà. Donc alors je reprends. Dans une présentation interne diffusée au cadre dirigeant, vue par le Financial Times, le géant de l'alimentation reconnaît que plus de 60% des grands produits de consommation et boissons ne répondent pas à la définition de santé. Bon. Et que certaines de nos catégories ne seront jamais saines. Donc, comme ça au moins c'est dit. Quelle que soit la façon dont le groupe les reformule, rapporte le quotidien britannique des affaires. Le chiffre de 60% évoqué ne concerne pas la nutrition infantile, ni les produits pour animaux de compagnie, ni le café, ou encore la nutrition médicale. Bon, en fait, la nutrition grand public, quoi. Enfin, celle que vous et moi, adultes responsables, sommes susceptibles de consommer. En gros, voilà. Bon, je veux dire, c'est pas, alors j'en parle, les gens en parlent, donc du coup je suis dans le même panier, mais ça devrait pas surprendre. J'en parle régulièrement. Et d'ailleurs, en fait, vous savez tout, et j'en ai parlé récemment avec 2 coachs. On a eu une discussion à ce sujet-là, et d'ailleurs l'épisode, parce qu'on en a discuté, ils m'ont enregistré parce qu'ils m'ont invité dans un de leurs podcasts, donc ça, je le partagerai quand ça sera en ligne. Mais on parlait un petit peu de ça justement, de ces aliments supposé santé, on parle du Nutri-Score et toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'il y a une certaine forme de... En fait, c'est un algorithme, en fait. Pour moi, le Nutri-Score, c'est... il faut que ça coche des cases pour avoir de la note plutôt proche du A. Donc, je crois qu'il y a couleur verte et plus c'est entre guillemets sain, plus la couleur est dans le vert, etc. Et plus c'est malsain, plus c'est dans le orange rouge. Et il y a aussi une lettre, donc plus la lettre est proche du A, mieux c'est, plus elle est loin du A, moins bien c'est. Bref. Et cet algorithme, il est basé sur tout un tas de choses, mais finalement pas énormément de choses cohérentes en fait. Ça va se baser évidemment sur par exemple le sel, les graisses saturées, mais pas que. Et donc du coup, comme j'en parlais un petit peu, on se retrouve avec l'huile d'olive avec un mauvais score, et puis des produits transformés qui n'ont pas de sel et tout avec des bons scores, parce que il suffit juste d'éviter. En fait, c'est un petit peu comme du jeu vidéo, vous évitez 2-3 trucs, et puis vous arrivez à la clé, mais peu importe le chemin que vous allez prendre, le but c'est d'arriver à l'objectif. Là, c'est un petit peu la même chose, et je trouve qu'on tape beaucoup sur les industriels. Et les industriels, faut pas oublier que ce ne sont pas des médecins, enfin ils sont pas là pour nous mettre en santé. En fait, quand on comprend ça, on arrête d'être, vous savez comment on dit déjà, mais d'être agressif, de penser que c'est le diable et tout. Évidemment, moi je fais la différence entre un groupe industriel qui travaille fortement pour créer une forte dépendance similaire à de la dépendance de drogue en fait, de rendre dépendants les gens en utilisant des formules, des recettes en fait, qui vont vous rendre addicts. Donc là j'ai envie de leur dire
c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas bien, enfin je veux dire c'est pas très éthique, c'est pas très moral, mais bon bref, après faut pas tomber dans le il faut pas se mentir en fait. Après on a les gouvernements et tout derrière qui arrivent et qui disent oui l'obésité c'est la maladie du siècle, etc. Mais faut pas se mentir. J'en parle dans le podcast avec ces deux coachs justement. À un moment donné sur les abribus on voit pas des pubs pour les brocolis quoi. Donc il y a des solutions quand en fait on nous culpabilise tous et on accuse un peu les industriels et tout et de faire tout pour que ça aille mal, plus les gens qui font pas de sport et tout, c'est pas bien et tout. Bon, il y a une part de responsabilité et pour moi c'est la plus grosse part, c'est-à-dire que les gens sont responsables, je vais pas dire de leur surpoids, mais il y a toujours une part de responsabilité. Les gens qui sont addicts, et d'ailleurs il y a un très bon reportage qui m'a mis vraiment, qui m'a remué un peu au niveau émotionnel, c'est On achève bien les gros, ça s'appelle. Je crois qu'il est sur YouTube. C'est le témoignage d'une femme justement par rapport à ça, et j'ai trouvé ça très intéressant et très émouvant, son témoignage, parce qu'en fait elle montre clairement qu'il y a une forme d'addiction. Elle explique un petit peu sa vie, elle explique un petit peu ses comportements quand elle commande pour beaucoup d'argent, qu'elle passe beaucoup de temps à préparer sa commande pour se faire livrer à manger à la maison, et qu'elle se retrouve avec un festin, et que des fois elle a passé le budget alimentaire de la semaine sur un seul repas, qu'elle arrive plus à se regarder dans les yeux, qu'elle se sent comme une merde, etc. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de très pénible là-dedans, et que c'est un petit peu comme une personne qui est, elle compare dans cette vidéo une personne qui a une dépendance à une drogue. Est-ce qu'on peut dire que c'est de sa faute? Bon. Évidemment que on peut dire que c'est de sa faute dans le sens où la personne a accepté la première fois de prendre de la drogue ou de manger mal, ou enfin voilà. Mais après, quand la personne est dans la dépendance, c'est-à-dire qu'elle est dépendante. Quand on parle de dépendance, c'est l'inverse de l'indépendance. Donc dépendance veut dire il y a une forme de fusion entre le mauvais comportement et nous-mêmes. Donc du coup, c'est très difficile de s'écarter de ça. Et donc je l'ai trouvé très poignant en fait ce reportage, parce que j'avais une vision sur l'obésité, etc., la grossophobie et tout. J'avais une vision qui était et qui est toujours. J'ai toujours une forme de malaise en fait par rapport à ça. La grossophobie, c'est en fait la grossophobie, comme ils le disent dans le portage, c'est pas avoir la phobie des gros dans le sens où quand vous voyez un gros, vous avez le poil qui se hérisse et vous partez en courant. C'est pas ça. C'est en fait la stigmatisation, etc. Enfin bon bref, c'est le fait que il soit jugé sale, moins compétent, etc., etc., etc. Enfin, tout un tas de choses comme ça. Donc ça, c'est pas, enfin voilà, comme j'en ai parlé dans plein de podcasts déjà, c'est pas, enfin bon, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est immoral, etc. Après, dans le côté responsabilité, disons que les personnes qui sont fortement obèses et qui n'arrivent pas à en sortir et qui disent que c'est pas de leur faute, c'est une part de vérité dans ce qu'ils disent. C'est vrai que quand en face de vous, si vous avez ceux qui vous alimentent, donc ceux qui vous fournissent à manger, c'est-à-dire les endroits où vous achetez à manger, ce sont des choses qui vous rendent addict et qui vous font grossir, etc. Effectivement, la responsabilité, elle est partagée. Après, là où j'ai un problème, c'est qu'il y en a qui abandonnent. C'est-à-dire qu'ils se disent de toute façon ça marche pas les régimes et tout, donc j'abandonne et je vis mieux comme ça. Bon, il faut quand même garder en tâche de fond que c'est rester en mauvaise santé. Faut pas tomber dans le côté c'est comme ça et pas autrement. Et alors je vais pas dire que j'ai une légitimité à en parler parce que j'ai été dans ce cas-là, mais j'ai connu du surpoids, alors bien loin de l'obésité morbide, etc. Mais j'ai été enfin quoique si j'avais pris mon IMC à l'époque, il aurait pas été d'accord avec la bonne santé, bien que l'IMC ça soit pas super fiable. Enfin quoique à l'époque je faisais pas de musculation, donc c'est quand on commence à faire du sport et tout que l'IMC devient pas terrible. En tout cas j'avais un tour de taille qui était relativement élevé, donc c'était pas forcément quelque chose de bon pour la santé. Et donc, enfin. Je veux dire, ce qui m'a fait changer, parce que j'étais comme tout le monde, j'aimais manger mal, et je pouvais accuser tout le monde autour de moi, mais ce qui a fait que j'ai réussi à changer, et ça, j'essaye de le répéter, je pense
que ça vient de l'environnement. Ça, c'est mon point de vue. L'environnement. C'est-à-dire que si, depuis 10, 15, 20 ans, une personne est dans un environnement où elle est sollicitée par des groupes agroalimentaires qui en ont rien à foutre de votre santé, elle passe tous les jours devant des fast-food, des vendeurs de sandwichs, de machins, de glaces et de conneries comme ça, son environnement, c'est comme un camé qui essaye de se sevrer, et qui croise un dealer et qui croise quelqu'un qui veut lui offrir à bas prix, parce qu'il faut pas oublier que la malbouffe est à bas prix, donc là c'est pire que la drogue en fait, la malbouffe, parce que la drogue, quand t'as plus de thunes, ils se prostituent, ils font des choses vraiment, immorales, etc., illégales, et là la malbouffe c'est compliqué, parce que la malbouffe c'est légal, et en plus de ça, c'est disponible et pas cher. Donc, il n'y a pas ce côté où on n'a pas besoin de se cacher réellement, de trouver sous le manteau une dose ou un truc comme ça. Donc, imaginez que quelqu'un qui essaye de faire attention et qui est dépendant de la malbouffe, c'est comme un camé qui essaye de se sevrer, mais qui trouve, à chaque fois qu'il ouvre un tiroir, une porte, un machin, il y a toujours, enfin pas le tiroir, mais on va dire à chaque fois qu'il sort de chez lui, sur les abribus, il voit quelqu'un qui prend de la coke et qui est super content. Quand il arrive au coin d'une rue, il voit un vendeur avec une roulotte qui lui propose, je sais pas, un pétard, ou je sais pas à quoi il est accro, mais bon, imaginez le truc, quoi. Donc c'est insoutenable. Et puis à bas prix. Pour 1 euro, il a sa dose et tout ça. Donc, c'est là où il y a la problématique. Donc, pour moi, l'environnement, et je peux parler en connaissance de cause, quand on change son environnement, c'est le meilleur moyen de changer ses habitudes. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Théo, on va pas aller vivre sur le plateau du Larzac pour maigrir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Puis en plus, le plateau du Larzac, j'aime bien, mais faut être accroché émotionnellement pour vivre là-bas, parce que c'est plat, il y a des cailloux et il y a pas grand monde, donc voilà. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que dans tous les cas, vous allez me dire, où qu'on aille, où c'est un minimum entre guillemets civilisé, donc où il y a des écoles pour vos gosses, où il y a de quoi aller bosser pour vous, enfin bon bref, un mode de vie équilibré entre un peu de nature et un peu de ville, pour que ce soit vivable dans la société dans laquelle on vit. Vous allez me dire, mais il y aura toujours des fast-food, il y aura toujours des trucs avec des sucreries, des conneries et tout à manger. Oui, je suis d'accord avec vous. Par contre, les habitudes ne seront plus les mêmes. C'est-à-dire que pendant 10, 15, 20 ans, vous avez eu des mauvaises habitudes à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Donc vous savez, vous allez faire vos courses au même endroit depuis des années, vous passez toujours le même trajet avec toujours les mêmes stimulations et tout. Ok, donc là c'est difficile de vous décrotter de ça, parce que vous avez un confort mental par vos habitudes de vie. Si vous avez besoin de reprendre des habitudes, c'est hyper taxant pour le cerveau, donc vous allez choisir la facilité, c'est normal, tout le monde fait ça, moi y compris, voilà, c'est comme ça. Par contre, si vous changez d'environnement, typiquement, vous prenez un appartement, une maison, j'en sais rien, vous décidez de déménager dans une ville voisine. Là, vous avez l'opportunité, vous avez plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Soit vous reprenez le chemin des mauvaises boutiques pour faire les courses, etc. Soit vous vous dites, ok, je profite du changement. Dans tous les cas, ça va être compliqué pour moi, parce que quel que soit le choix que je veux faire, que ça soit de bien ou mal manger, je vais devoir reprendre des habitudes, parce qu'il faudra que j'aille dans des nouveaux commerces, il faudra que je retrouve les rayons, que je les comprenne, que j'arrive à savoir qu'est-ce qu'il y a où, etc. Bon, bref. Donc, dans tous les cas, il y aura un effort à faire. Ça sera des nouvelles habitudes à prendre. Donc, c'est le bon moment pour prendre des bonnes habitudes. Et c'est pour ça que je dis aux gens, quand vous avez une bonne habitude à prendre, une nouvelle bonne habitude qui est compliquée à mettre en place dans votre quotidien bien ancré, attendez, par exemple, d'être en vacances ou d'être un changement de vie, par exemple, un changement de travail, ou passage de vie de couple à vie de célibataire, ou de vie de célibataire à vie de couple, enfin, d'ancrer un changement sur un autre changement. C'est beaucoup plus simple, parce que quand il y a, par exemple, là j'en parle, mais un changement d'environnement, on doit reprendre des habitudes, et ces habitudes, elles ont le potentiel d'être bonnes ou mauvaises, puisque dans tous les cas, il faut en prendre des nouvelles. Donc c'est à ce moment-là, justement, que je trouve que l'environnement aide. Donc c'est... Pourquoi je parle de ça par rapport à Nestlé parce qu'en fait, ça, on attaque toujours les industriels et tout ça, mais les industriels, n'oubliez pas une chose, c'est qu'ils répondent à une
loi, une législation, etc. C'est-à-dire que on leur dit, voilà, vous avez fait du profit pendant des années avec des produits qui n'étaient pas bons pour la santé avec les maigres données qu'on a aujourd'hui. Donc, on va imposer maintenant, parce que l'obésité est quand même un facteur de mortalité, une maladie trop développée dans notre siècle. Donc, faites quelque chose. Ok. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que nous, on n'est pas des nutritionnistes. Et on fait quoi? Bon, ben nous, on a mis en place un truc qui sauve un peu les meubles. Ça s'appelle le Nutri-Score. Ça veut dire que ceux qui mangeront Nutri-Score, bon, ben, on sait qu'ils mangeront un peu moins de gras saturé, un peu moins de sel, un peu moins de sucre ajouté et tout. Ok. Bon, ben faites voir à quoi ça ressemble et nous, on va essayer de coller nos produits par rapport à ça. Et donc du coup, ils trouvent des stratégies pour coller à ça, mais en aucun cas ils vont dire oui mais attendez, cher Nutri-Score, nous on arrive à avoir un score A avec votre algorithme, mais par contre nos produits ils sont pas bons pour la santé, hein, parce qu'on rajoute des additifs, on rajoute des trucs, des colorants et tout. Il y a moins de sel, mais on met d'autres trucs qui sont pas forcément bons. Attention, on n'est pas bon pour la santé non plus. Et non, c'est pas leur but. Leur but c'est de coller au Nutri-Score. Point. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont un peu trop naïfs de ce côté-là et qui après ils tombent de haut quand ils apprennent ce genre de choses. Ah bon, c'est pas bon pour la santé? Bah oui, non mais c'est pas leur but. Ce qui est bon pour votre santé, je vous le dis tout de suite, ce qui est bon pour votre santé, c'est de vous former. Formez-vous. À partir du moment où vous êtes formé sur un sujet, notamment la nutrition, alors il y en a qui vont dire oui mais bien manger c'est pas forcément quelque chose qui se définit. Que veut dire bien manger? Non mais ça c'est n'importe quoi. C'est un petit peu comme les gens qui disent ouais mais on peut tout remettre en cause. En fait tout est relatif ou on peut douter de tout. Non. Et je vous garantis que passer toute une vie à manger sur le mode plus ou moins méditerranéen, avec des produits non transformés et tout, et passer toute une vie à manger des produits transformés, vous allez voir s'il n'y a pas une façon de bien manger. Il y a tellement d'études aujourd'hui qui montrent que manger transformé c'est pas bon pour la santé. Enfin, je veux dire, risque de mortalité plus, de maladies cardiovasculaires, de cancer et j'en passe, de vieillissement accéléré et tout. On peut pas dire que bien manger, ça se définit pas aujourd'hui. Ça se définit aussi, en fait, la définition du bien manger se définit aussi par le fait de savoir ce qui est pas bon. C'est-à-dire que beaucoup de gens attendent d'avoir, mais alors on mange quoi pour aller bien? Ben en fait, c'est pas on mange quoi pour aller bien, c'est déjà on enlève tout ce qui est pas bon et c'est sûr et avéré que c'est pas bon. Donc déjà, quand t'as nettoyé tout ça, ta liste de courses, elle se réduit. Tu te dis, bon, merde, j'ai plus rien sur la liste de courses, là. Mes lasagnes, mes machins, ça saute. Il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus rien. Bon, bah, du coup, qu'est-ce que je mets dedans? Bah, qu'est-ce qui reste? Quand tu sais tout ce qui est mauvais, bah, il reste le reste. Puis tu te rends compte que souvent, ce sont des produits bruts. Donc, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, voilà. Des graines, et puis voilà. Donc, il y a cette, pour moi, les gens, il faut arrêter de se mentir, quoi. Surtout au niveau du gouvernement, quand ils disent qu'ils font la morale à plein de personnes, mangez mieux, soyez plus responsables et tout. Moi, je suis d'accord avec la responsabilité individuelle, mais faites un petit effort de votre côté. Moi, je sais pas, mais la thune que vous récupérez pour, je sais pas moi, des comment dire. Vous savez, quand ils font des campagnes de lutte, de soutien, de machin et tout, verser. Alors, moi, ce que je recommande, voilà une idée que je balance comme ça dans l'air. Et vous allez me dire, Théo, et moi, j'aime bien quand je pars comme ça, quand je pars en cacahuète comme ça, mais peut-être que l'idée est intéressante et certains vont dire que je suis naïf. Mais il y a plein d'agriculteurs en France, des agriculteurs, des maraîchers, vous savez, toute cette dimension de personnes là, tout ce groupe de personnes qui sont qui nous produisent des aliments bruts, sains, où ils essayent de pas trop utiliser de produits chimiques pour les végétaux et tout, qui nous produisent des œufs de bonne qualité. Donc on réunit tous ces gens-là, tous ceux qui font de la viande avec une procédure raisonnée, qui respectent les animaux, etc. Enfin bon, tous ces gens-là, la pêche raisonnable et tout, on les prend tous. On prend tous tous les leaders de ces divisions-là. On les réunit autour d'une bonne grillade ou d'une salade de fruits, selon les convictions de chacun, et on se regarde dans les yeux et on dit ok. Si on met tous
la main à la poche, on se met un petit billet chacun, tous, et à tous, on va appeler la meilleure agence de publicité du monde, ou de la France, j'en sais rien, enfin les meilleurs. Et on va faire des campagnes de publicité pour des produits sains, c'est-à-dire ceux qu'on vend, c'est-à-dire les produits bruts de chez nous, de France, quoi, qu'on fait pousser, qu'on élève, etc. Et sur les abribus, on va y foutre ces pubs-là. Donc là, le budget publicitaire, évidemment, il n'est pas limité au petit maraîcher du coin de votre rue, qui, lui, ne peut pas s'aligner avec les grands groupes. Mais là, si on les prend tous ces groupes en France, là, qui sont tous ces indépendants, chacun donne ce qu'il peut. Le gros, il donne plus, le petit, il donne un peu moins. Enfin bon, chacun met un petit peu la main à la pâte. Le but, c'est pas de faire la publicité de l'adresse même du maraîcher. Le but, c'est de redorer l'image des produits sains et bruts. Donc moi je disais dans le podcast avec les deux coachs là, je disais des conneries dans le sens où je disais, je sais pas, vous mettez un mec avec des super abdos hyper sexy avec un brocoli à la place de son slip entre les jambes, vous savez, comme s'il tenait il y a des pubs comme ça déjà où on tient un truc devant les parties génitales et tout parce que ça attire l'œil, c'est un peu fun et tout, mais de mettre ce genre de choses pour un petit peu allier ce qui représente la santé physique avec les légumes et tout, de créer une forme d'attractivité pour ces choses oubliées. Parce que j'en parlais également dans cet épisode-là, je disais, mais c'est quand même fou. Le seul moment où on parle des fruits et légumes sous forme de publicité, c'est quand on parle des fruits et légumes moches qu'il faut quand même les manger pour pas qu'il y ait de pertes. Bon, ben d'accord, c'est bien, mais on parle jamais des fruits et légumes, des fruits et légumes, de la viande, tous les produits sains, en tout cas pas transformés. On n'en parle pas. Quand on parle de la viande, c'est pour parler du jambon. Quand on parle des légumes, c'est pour parler d'une sauce bolognaise. Mais on parle jamais de ça. Donc peut-être que ça passera par ce regroupement en fait de tous ces acteurs là du marché des produits entre guillemets sains. Quand je dis entre guillemets, c'est parce qu'il faut quand même un peu filtrer ceux qui vont vouloir se greffer au truc, mais pour faire des publicités, que ça soit des spots radio, télé ou avant les vidéos YouTube. Alors je recommanderais plus aujourd'hui de se baser sur les campagnes sur Internet, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut pour redorer le blason en fait parce que il faut pas oublier que nous, on sait encore un peu à quoi ressemble une alimentation saine. On en a encore une vague idée parce qu'on a été élevé et encore certains pas du tout, hein, parce que moi j'ai été élevé à une génération de moins que la mienne. C'est-à-dire que j'ai eu une éducation qui était plus basée sur les générations d'avant parce que je l'ai bien vu en fait par rapport aux amis que j'avais quand j'étais enfant, aux familles et tout. Quand j'ai comparé une fois adulte mon enfance, ce que j'ai mangé par rapport à ce que eux ont mangé, et je le voyais même un truc tout bête, mais les goûters qu'ils avaient à l'école et les goûters que moi j'avais, je voyais bien que moi j'avais une génération de retard par rapport à mon alimentation. C'est-à-dire que à l'époque j'étais pas content de pas avoir des gâteaux. Aujourd'hui je remercie mes parents d'avoir eu cette méthode un peu à l'ancienne d'éducation, en tout cas nutritionnelle, qui m'a permis peut-être d'avoir une meilleure santé une fois adulte. Bref, mais faut pas oublier que ça va se perdre. C'est-à-dire que moi je les connais parce que je les ai vécus, certains ne les connaissent pas parce qu'ils les ont pas vécus, on peut pas deviner quelque chose. Donc il y a vraiment ce côté voilà. Bon, je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Je voulais parler de ça parce que Nestlé finalement on s'en fout. Mais le truc c'est arrêtons d'attendre que ça arrive d'autres choses, d'essayer de faire changer le monde par des belles paroles et tout. Agir, c'est-à-dire agir. Moi personnellement, j'ai les compétences pour bien manger, pour bien choisir mes aliments. Il y en a qui ne les ont pas. Donc au lieu de faire la morale aux industriels pour leur dire de changer, moi je recommande plutôt aux maraîchers, aux indépendants, à tous ceux qui produisent des produits sains, de se mettre en avant, et pas de manière individuelle, mais de manière globale. Parce que en fait, le jour où la viande de bonne qualité, les œufs par exemple, ou les plantes, les fruits et légumes auront bonne presse, les gens quand ils passeront devant le maraîcher, et en fait le légume ils vont l'identifier, ils ont pas besoin d'avoir l'adresse, en fait ils ont besoin de savoir que c'est bon et qu'il faut en manger. Donc voilà, embauchez les meilleurs marketeurs du monde là-dessus et faites une table ronde avec mettez le budget sur la table et voilà, enfin ça peut se faire, hein, je pense, hein, ça doit pas être quelque chose de très compliqué, les autres y arrivent, donc un peu comme une campagne présidentielle quoi. Bref. Ibuprofène, danger sur la testostérone. Waouh. Bon, allez, on démarre ce sujet. Bon,
Alors, l'ibuprofène est un antalgique, un anti-pyrétique et un anti-inflammatoire parmi les plus courants. Or, une étude franco-danoise coordonnée par Bernard Gégou de l'INSERM et de l'EHESP vient de montrer qu'il perturbe la production d'hormones par les testicules. Donc ça, c'est une étude qui date de 2018, c'est pas quelque chose d'hyper actuel, mais je trouvais ça intéressant d'en parler parce que je suis tombé dessus ce matin. Suite à cette étude, l'INSERM vient d'avertir sur les conséquences potentiellement délétères de la prise soutenue d'ibuprofène par des hommes sans raison médicale, notamment les athlètes de haut niveau, les sportifs, etc. Ouais, ça c'est quelque chose. Pourquoi je trouvais ça intéressant d'en parler? Parce que beaucoup de personnes sont un petit peu, font un petit peu les autruches avec leur douleur et ils préfèrent prendre, des antidouleurs type ibuprofène pour pouvoir s'entraîner et tout ça. Et le simple fait de savoir que ça peut avoir des risques sur votre production et sur votre utilisation interne de votre propre testostérone, ça devrait peut-être un petit peu éveiller par rapport à ça. Mais je pense notamment à tous les athlètes de force. Alors, je pense aux athlètes de force parce que c'est ma discipline, pas la force, mais quand je dis c'est ma discipline, c'est-à-dire je comprends un petit peu les rouages de ceux qui poussent lourd, qui font des concours où ils doivent pousser lourd. C'est pas dans leur intérêt d'arriver avec un taux de testo diminué. À une barre lourde alors à la fois pour s'entraîner mais aussi pour concourir, et s'ils se gavent d'ibuprofène avant les compètes pour justement pas avoir de douleur, c'est une perf amoindrie. Donc il y a ça à savoir, mais je pense également à tous les sports type rugby, type boxe, enfin les sports de combat, pas tous les sports de combat, mais certains sports de combat où la testostérone joue un rôle dans l'agressivité, dans la confiance, et qui peut mener au succès, à la victoire d'un combat. Et on sait que ce sont des disciplines où justement ces antidouleurs sont utilisées, parce que rugby, pas besoin de vous expliquer, quand vous prenez des nions à répétition, vous faites l'homme sur le terrain, et puis quand vous êtes à la maison dans les bras de votre copine, j'ai mal, et puis vous prenez un ibuprofène, c'est comment ça se passe, voilà, c'est comme ça, c'est l'homme, l'homme est fort devant les autres, devant ses copains, et faible à la maison avec sa femme. Mais en tout cas, les boxeurs, c'est la même chose. Les boxeurs, c'est la même chose. Ils sont sujets à des nions, à des coups, à des douleurs et tout ça. Et donc, la solution, un peu de facilité, ce serait de prendre ça. Alors, aux États-Unis, c'est plus courant qu'en France d'en abuser, parce que la vente, déjà les conditionnements, je crois que Gundil en parlait, mais les conditionnements, c'est par 1000 caps, quoi. Vous regardez un petit peu aspirine, vous tapez aspirine. Alors, on n'est pas dans l'ibuprofène là, mais vous tapez aspirine sur un site de vente anglais, américain. Vous allez voir, c'est 1000 caps, quoi. Nous, on est sur des petits conditionnements. Eux, donc forcément, les doses sont pas les mêmes. Donc voilà, il y a ce côté-là. Au-delà de la dangerosité pour la santé. Alors, je crois que c'est pour les reins de mémoire où il y a pas mal de risques. J'imagine pour le foie aussi, mais de prendre beaucoup de médicaments comme ça. Mais bon, à savoir, pour ceux qui en abusent peut-être aujourd'hui, vous savez que tous ces trucs-là, ça peut devenir un peu de l'addiction aussi, parce qu'on parle beaucoup des addictions dues aux drogues, etc. Mais une addiction peut aussi, vous savez, une addiction, les drogues par exemple, la personne se sent pas bien dans sa peau et tout ça, prendre la drogue, elle se sent mieux. Bon, donc c'est une forme de douleur qu'elle estompe avec la drogue. Là, c'est un petit peu la même chose avec les choses comme ça. Vous avez une petite douleur au bas du dos ou une petite douleur à une épaule ou quoi, et de prendre ça vous enlève la douleur. Donc vous avez plutôt envie de vivre tous les jours sans cette douleur, donc vous allez en prendre tous les jours. Donc il y a ce côté aussi, c'est pas parce que c'est quelque chose que vous trouvez parfois en vente libre que c'est forcément quelque chose qui n'est pas une drogue et qui n'aura pas un comportement qui ne va pas vous créer un comportement comme un drogué. Voilà. Bon, j'avais envie d'en parler, vous le savez maintenant, vous savez à quoi vous en tenir, vous avez la source là-dedans, dans les notes de l'épisode. J'ai mis un lien rapide sur le site, dans les notes, la recette pizza sans glucides. Bon, c'est une pizza que je fais régulièrement, j'en reparle régulièrement aussi. Pourquoi ? Parce que dimanche midi, j'étais à la maison, je me suis dit tiens, t'as envie de manger un truc sympa, mais t'as pas envie de sortir des clous, parce que je savais que le soir j'allais manger avec des amis, et du coup j'avais pas forcément envie de me défoncer le ventre le midi tout seul, sans les amis, quoi.
Donc du coup, je me suis dit qu'est-ce que je me fais à manger, mais j'ai quand même envie de me faire plaisir. J'ai fait cette fameuse pizza, vous savez, cette pizza que je fais à base de chou-fleur. C'est-à-dire que je mixe du chou-fleur avec des œufs, que j'étale comme ça sur du papier cuisson, je passe au four. Je passe au four pendant un certain nombre de temps pour la déshydrater, la faire un peu griller. Donc ça me fait ma pâte. Cette pâte après, je l'ai fournie avec. En fait, ce que j'ai fait, je trouvais un truc tout con pour faire la base de ma pizza. Vous savez, la sauce qu'on met en bas. J'ai mis une cuillère à soupe de lait de soja. De lait de soja avec une tomate entière, du basilic frais que je suis allé chercher dans mon jardin dans ma jardinière. Attention, jardin, il y en a qui vont penser que j'ai un manoir. Non, dans ma petite jardinière sur le balcon, j'ai pris du basilic. J'ai mis un petit peu de coriandre aussi, j'ai tout mixé. Donc ça m'a fait une espèce un fond de bol en fait de jus basiliqué et tomaté. Et donc j'ai étalé ça sur la pâte. J'ai ajouté, il me restait un petit peu de jambon parce que j'avais fait une recette à base de jambon pour mon cheat meal. Donc j'ai mis les fins de jambon qu'il y avait dans le frigo. J'ai mis quelques olives et j'ai mis un tout petit peu d'emmental par-dessus. Alors on est le week-end, hein, c'est pas une diète de semaine, hein, je vous l'accorde. Mais je me suis dit avec ça, je sauve un peu les meubles sur le côté apport en glucides d'une pizza, quoi. Parce que la pizza c'est quand même assez dense en glucides avec la pâte bien déshydratée là. Je me suis dit je vais faire ça. Et ça, c'est plus ou moins une pizza cétogène. Hein. Quand vous mettez du fromage, de toute façon, en général, et qu'il n'y a pas de glucides, vous tombez un petit peu dans la sphère cétogène. C'est pas quelque chose que je recommande pour la santé. Attention, je suis pas en train de dire parce que dedans il y a des produits transformés, il y a le fromage, il y a le jambon. Je vous dis juste que voilà, c'est la recette de pizza sans glucides du week-end. Après, en semaine, forcément, vous travaillez avec de la viande maigre. Vous évitez le fromage. Vous utilisez plutôt, moi ce que j'aime bien mettre à la place du fromage et des choses comme ça, de me mixer un petit peu de légumes type carottes pas carottes, navets ou même chou-fleur un petit peu avec des herbes et tout ça pour me faire un aspect un petit peu crémeux par-dessus. Mais bon, on n'est pas obligé. On peut faire un peu ce qu'on veut, mais le but c'est de rajouter par exemple des oignons, un peu de champignons, des olives et tout pour garnir un petit peu le truc. On n'est pas obligé de mettre du fromage. Hein. Et après par-dessus de la salade crue, froide, après cuisson, ça passe très bien. Mais bon là ce week-end c'était la version non saine, mais sans glucides quand même. Donc voilà, c'était donc l'idée de vous partager la recette, c'est de vous partager la recette de la base, de la pâte. Parce qu'une fois que vous avez la pâte, vous évitez les glucides et après vous pouvez vous composer en fonction de vos goûts et tout ça. Moi, je la fais souvent aux fruits de mer, par exemple, avec des moules. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez à partir du moment où vous prenez la pizza que vous préférez dans le commerce ou quand vous allez au resto, je sais pas, que vous prenez quand vous faites plaisir et vous essayez de la retravailler en version saine, quoi. Donc voilà, la recette est dans les notes de l'épisode, hein, d'ailleurs. Bon, allez, on parle de cette ouverture des salles. C'est parti, on parle un petit peu de ça. Bon alors, logiquement, si vous écoutez le podcast à sa sortie, sur vos toilettes, dans votre voiture, en train de courir, en train de promener le chien ou je ne sais quoi, vous savez que demain, c'est pas les soldes, mais c'est l'ouverture des salles de sport. Selon le service public, il y a quelques conditions à respecter. Donc je vous les donne. Alors pas les conditions, mais la loi dit pour le sport, à partir du 9 juin, les établissements sportifs couverts, donc les gymnases, les salles de gym, les piscines couvertes, peuvent accueillir les pratiquants, sauf pour des sports de contact, avec une jauge de 50% de leur effectif et les spectateurs, donc j'imagine pour les personnes qui sont dans les gradins, 65% de l'effectif jusqu'à 5000 personnes assises, passe sanitaire au-delà de 1000 personnes. Voilà. Donc il y en a qui ont fait le lien, passe sanitaire muscu, non, passe sanitaire au-delà de 1000 personnes, logiquement dans les salles de muscu, vous ne serez pas à 1000 personnes, hein, voilà. Deuxième point, les activités sportives de plein air seront possibles dans la limite de 25 personnes, y compris pour des sports de contact. Bon, déjà, ça élève un petit peu la jauge par rapport à avant. Mais bon, je vais pas commencer à m'emporter sur ce genre de choses parce que, 25 personnes, il y a quand même, entre ce que je viens de dire juste avant et ce que je dis maintenant, j'ai pas besoin de m'expliquer, vous comprenez que c'est pas super cohérent. Bref, les compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs
Donc, je répète, les compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs, donc typiquement, je sais pas moi, la planche à voile, le tennis, etc., peuvent se tenir dans la limite de 500 participants. Bon, voilà. Donc amateur, de toute façon, vous rapportez pas de thunes, donc c'est 500. Bon, il n'y a pas de passe sanitaire, on parle de rien, il n'y a pas de place assise 5000, 60, non, c'est 500 participants. Les établissements sportifs extérieurs, donc les stades, peuvent accueillir tous les pratiquants, y compris dans des sports de contact, et les spectateurs à 65% de l'effectif, jusqu'à 5000 personnes assises, passe sanitaire au-delà de 1000 personnes. Bon, alors, les établissements sportifs extérieurs, donc les stades peuvent accueillir tous les pratiquants. Donc là, le tennis, donc les compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs. Donc là, on va penser plutôt à l'escalade, je sais pas, au vélo, aux courses de VTT et tout ça. Donc là, c'est 500 participants, mais pour les sports en extérieur dans les stades, tout le monde. Bon. Je développerai pas, mais bon, pour les salles de sport, il faut retenir une chose, c'est que les salles de sport, vous pouvez y aller. Moi, ce que je vous recommande de faire, appelez aujourd'hui, parce que ça ouvre demain. Logiquement, ils sont là, ils sont chauds. Là. Ils vous attendent tous là. Ils attendent qu'une chose, c'est que vous puissiez revenir. Donc, appelez-les aujourd'hui. Donnez-leur le créneau où vous allez vous entraîner. Commencez pas à leur parler de comment on fait pour tous les mois où j'ai payé tout ça, parce que, attendez un peu de voir, parce qu'à mon avis, tout le monde va passer par là. Attendez de voir ce qu'ils décident, comme ça au moins vous arriverez, les décisions seront prises. Mais réservez. Après, sur place, logiquement, ils disent respecter une personne par machine et tout. Il y aura personne pour fliquer. Là, c'est au bon vouloir de chacun d'être respectueux. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et on en parle peu de ça. Il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est des conneries de rester à distance et tout. Bon, il y en a plein qui s'en foutent, ils se lavent pas les mains. Ça les stresse pas, et ça les perturbe pas, ils s'en foutent. Juste. Pensez, alors je vais pas dire penser aux autres comme ils disent tous, non, on s'en fout, c'est pas penser aux autres. Pensez aux gens qui sont phobiques de tomber malades. Ils ont le droit de s'entraîner, ces gens-là. Ils sont un peu, ils ont une phobie, mais ils ont le droit de s'entraîner quand même. Donc, et ces gens-là n'oseront jamais vous le dire, parce qu'ils ont peur, et ils ont peur de ça. Ils pensent que cette phobie est quelque chose de pas normal, donc du coup ils se la ferment, ils en parlent pas. Et ces gens-là, en fait, quand vous allez leur parler près, parce que y a la musique est forte dans le club, vous allez lui parler près, que vous allez utiliser une machine et que vous allez être bien dégoulinant sans serviette et sans mettre de gel hydroalcoolique, etc. Ça va pas les mettre bien. Eux, ils vont faire du cortisol. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que si vous avez un mauvais comportement, donc au-delà pour vous, vous faites ce que vous voulez, mais il y a des gens que vous allez déranger en fait dans leur. Après, moi, c'est du savoir-vivre, quoi. Je sais qu'il y a des personnes qui disent ouais, mais chacun sa merde. Je suis un peu, vous savez, comme quand on parle de toutes ces choses, vous savez, quand les gens sont en société, il y en a qui crient, il y en a qui crient pas, il y en a qui osent rien dire, il y en a qui osent se plaindre. Moi, en fait, je suis pas pour ça. Je suis pas pro celui qui se plaint ou pro celui qui dit rien et qui laisse faire. Moi, je suis pro, en fait, du savoir-vivre. Et c'est tout. Il y a du savoir-vivre, quoi. Et il faut penser au-delà de soi, quoi. Donc, c'est juste le petit conseil que je donne. Moi, je m'en fous, je n'irai pas en salle. Je vous le dis tout de suite. Je m'entraîne très bien à la maison depuis avant le Covid. J'ai tout mon matos. J'ai investi suffisamment pour ça. Donc, c'est pas pour aller remettre un abonnement en salle de sport. À terme, peut-être que j'y reviendrai un jour s'il y a des nouvelles salles qui s'ouvrent et qui me plaisent. Et d'ailleurs, la salle qui avait fermé à côté de chez moi parce qu'ils n'avaient pas tenu face au Covid a été reprise. Donc, tant mieux, c'est cool. L'aventure va continuer, pas avec les mêmes personnes, mais elle va continuer quand même. Je crois que c'est deux jeunes qui l'ont repris, relativement jeunes d'ailleurs, ils ont entre 20 et 25 ans, je crois. Donc tant mieux, c'est très bien. Mais bon, moi perso, les salles de sport, j'y ai donné des années. Aujourd'hui, j'en parlerai peut-être dans d'autres podcasts, j'en ai déjà parlé, mais c'est plus quelque chose. En fait,
malheureusement, je suis nostalgique d'une époque qui pourtant n'est pas si loin que ça, parce que j'ai pas 50 ans, voilà, à avoir connu des vieilles salles à l'ancienne, mais quand même, j'ai connu des salles où l'ambiance n'était pas la même en fait, où il y avait un esprit sport. Il y en a qui vont me dire ouais mais tu veux ça, retourne va dans le CrossFit. Non mais je m'en fous en fait, je veux pas aller dans le CrossFit moi, et cette image là, enfin ce truc là je l'avais dans la muscu. Donc et je suis un peu triste que ce côté là ait disparu au profit d'une tête baissée penchée en avant sur un téléphone mobile, enfin un smartphone. Donc bon, peut-être que je retournerai en salle quand peut-être que quand je ferai moi ma petite salle dans mon coin pour moi et mes proches, peut-être que ça sera un projet à moyen long terme. Enfin en fait, il faut qu'il y ait plusieurs circonstances et plusieurs trucs de réunis, parce que d'avoir sa propre salle, déjà moi je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied quand on est passionné. Toutes les personnes que j'ai vues ouvrir une salle ont perdu un petit peu de passion pour leur discipline, sauf évidemment si elles s'en occupent pas, hein. Si elles sont là juste pour venir s'entraîner et coacher de temps en temps, pourquoi pas, mais vraiment des gens qui sont impliqués là-dedans, c'est-à-dire qu'ils ont leur salle, ils la tiennent, etc. Ils gardent la passion, évidemment, je dis pas qu'ils perdent la passion, mais il y a une forme de stress et tout ça qui se met en plus, et ils prennent plus autant de plaisir que quand ils étaient 100% adhérents, quoi. Donc ça, je l'ai trop vu autour de moi pour avoir envie de le faire, mais j'ai des petites idées dans la tête comme ça, mais après c'est pas du tout un projet là très moyen court terme. Non, c'est pas le cas. Donc moi personnellement non, sauf évidemment s'il y a un truc qui s'ouvre à côté de chez moi où le concept me plaît, où justement c'est pas 100% CrossFit ou 100% machin. Déjà j'aime pas les communautés, moi. J'ai du mal avec ça. Alors au sein des amis, oui, d'avoir son groupe d'amis et tout ça, je suis pour. De toute façon, c'est mon cas. Mais après, d'avoir de tomber dans la salle, on fait que ça, quoi, pas autre chose. J'aime pas trop, moi. Donc c'est pour ça, tout ce qui est CrossFit et tout, j'ai rien contre l'idée des gens, enfin des gens qui font du CrossFit. Mais en fait, pour moi, c'est pareil que des gens qui font du tir à l'arc, quoi. J'ai rien contre, mais j'aime pas le côté où le gars qui fait du tir à l'arc ne va pas dire t'as rien compris à celui qui tire au fusil, quoi. Enfin, et ça malheureusement c'est pas le CrossFit qui fait ça, hein, parce que le CrossFit est aussi responsable que le street workout ou que le poids de corps ou que le bodybuilding. Chacun en fait essaye de défendre sa chapelle, et en fait tant qu'il y a ça, moi je m'en fous, en fait ça me plaît, j'ai pas le temps, voilà, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. Et j'ai été dans des salles comme ça où on essayait de me dire t'as pas envie d'être plus efficace avec ton corps, ou efficace avec mon corps, enfin je sais pas, j'ai l'impression de bien me déplacer, d'être capable de faire des choses assez sympas, et du coup de devoir se justifier de pourquoi on pratique telle ou telle chose, souvent c'est compliqué, quoi. Surtout quand on a suffisamment de connaissances pour dire que en fait le truc qu'on juge chanter, c'est là où on se blesse le plus, le truc qu'on juge le plus dangereux, c'est finalement c'est là où il y a le plus d'abrutis qui savent pas faire, donc du coup ils se blessent, donc bon, et voilà, il y a du débat dans tous les sens. Chacun fait le sport qu'il aime, mais j'aime pas les chapelles. Voilà, c'est tout. Donc quand on fait du CrossFit, tant mieux, ça nous plaît, tant mieux. Quand on fait du street workout, tant mieux, ça nous plaît, tant mieux. Le but c'est d'avoir des résultats, voilà, d'avoir la banane quand on rentre après son entraînement. Ça, moi, que la personne en face, elle ait la banane après avoir fait n'importe quelle pratique musculaire, enfin un sport de force ou autre, enfin je pourrais manger avec lui, parler, il y a pas de problème. Moi là où les problèmes que j'ai, c'est les salles un peu trop sectaires, quoi. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ça. Il y a des salles typées fitness, Instagram, influenceurs, bodybuilding. Il y a des salles typées ce qu'ils appellent aujourd'hui tout ce qui va être sport fonctionnel, gym, CrossFit et tout. Après il y a des salles qui vont être typées bobo, où c'est plutôt de la remise en forme. Bon, je sais, il faut il y a un marché pour tout le monde, ok, mais tous ces trucs-là, ça crée une forme d'ambiance. Et moi, je me suis entraîné dans une ambiance où, justement,
il y avait tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'entraînait dans une salle de musculation où il y avait des anciens de l'armée qui venaient continuer à s'entraîner parce qu'ils aimaient bien rester en forme. Il y avait des personnes en service actif, des forces de l'ordre, des pompiers ou même des militaires ou autres qui venaient pour être en forme. Il y avait des bodybuilders qui se préparaient, il y avait des powerlifters qui se préparaient, il y avait des mecs qui venaient de disciplines rugby, gym, etc. Et je trouvais que le mix, en fait, de tout ça faisait que c'était cool. Il y avait ce côté où personne dominait, en fait. Il n'y avait pas de domination. Alors évidemment, celui qui voulait des bons abdos, il allait voir le culturiste. Celui qui voulait être fort, il allait voir le power. Et puis l'avantage, c'est qu'on pouvait s'entraîner avec qui on voulait, quoi. Si on était un peu faible au développé couché, on faisait une séance avec le powerlifter. Et puis on se retrouvait complètement rincé. Mais bon, on prenait de la force à force de s'entraîner avec lui. Donc, et moi, c'est ça. Quand je dis que je regrette un petit peu, c'est pas que je regrette parce que ça on peut le recréer, mais cette idée de l'entraînement, des salles de sport, c'est celle-là en fait moi que je trouve idéale. Voilà. Et tout le courant voilà qui est arrivé avec toutes les modes de la mobilité, du stretching, du bodybuilding un peu en mode Instagram et tout ça, fitness, modèle, machin, ça ça me plaît moins en fait. C'est pour ça que j'accuse personne en particulier, c'est juste le côté sectaire de tous ces trucs-là. Donc bon, pour moi, réouverture de salle de sport, j'en ai rien à foutre en fait, je vous le dis honnêtement. Sauf à titre personnel, à titre global, si je suis pas égoïste, je trouve ça bien parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui ne sont pas capables de s'entraîner à la maison pour tout un tas de raisons. Il y en a, ils ne peuvent pas s'entraîner parce qu'il y a les gosses, il y a les machins, et que s'ils veulent être tranquilles, faut qu'ils partent. Et c'est une réalité. Ils doivent partir de chez eux, passer la porte d'un club de sport pour se retrouver un moment un peu à eux et faire leur sport. C'est normal. Et eux, appelez aujourd'hui votre salle de sport. Et voilà, allez-y tranquille, reprenez progressivement, n'allez pas vous blesser connement au bout d'une semaine. Ce qui va se passer pour vous, je vous le dis tout de suite, vous aurez plus de force. Mais vos muscles vont revenir. Alors la force va revenir assez vite, voilà, mais vous aurez moins de force, donc cherchez pas à mettre 100 kilos au coucher, partez à 60 kilos déjà, tranquillos. Vous allez avoir des courbatures de fou, mais tant mieux, parce qu'on aime tous ça, les courbatures, on est un peu sado de ce côté-là. Mais dites-vous bien, une chose, c'est que dans un mois, alors reprenez une diète saine, ni régime perte de graisse, ni régime prise de masse. Diète saine, donc assainissez votre diète au maximum, on dégage tout le confort qu'on a installé durant l'arrêt du sport. Et vous vous entraînez. Dans un mois, déjà, rassurez-vous, dans un mois, votre corps, il aura changé. Si vous êtes entraîné sérieux avant le confinement, donc que vous avez de la bouteille au niveau de l'entraînement, au bout d'un mois, ça va revenir, enfin, pas tout, évidemment, mais vous allez être assez impressionné des résultats. Donc voilà. Mais allez-y progressivement. N'allez pas vous flinguer. Ne faites pas du full body, forcément, Je sais qu'il y en a qui vont dire, réhabituez votre corps en full body. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez commencer direct en split, tranquillos. Aujourd'hui, vous faites un peu pec triceps ou voilà, et un peu d'abdos, mais de toute façon vous vous remettez dans le bain. Il y a pas de, quand vous allez faire le dos et vous allez faire un peu de soulevé de terre, vous faites pas que le dos. Il y a le corps bosse, quoi. Donc allez-y à votre rythme, faites ce qui vous plaît. Déjà, commencez par ce qui vous plaît, n'allez pas vous dégoûter. Vous avez perdu l'habitude d'y aller. Donc, mais dites-vous bien une chose, c'est que ça va être difficile de reprendre l'habitude. Vous l'avez perdu et ça va être difficile, mais surmontable. Vous y êtes déjà arrivé une fois, donc il y a pas de raison que vous n'y arrivez pas deux fois. Donc voilà, bon retour à tous dans les salles de sport. Moi je suis un peu débordé par rapport aux demandes parce que forcément la reprise des salles de sport et ça ouvre, donc beaucoup de gens qui me sollicitent des questions, des machins, tout ça. Donc bon, voilà, si je mets un petit peu plus de temps à répondre à vos messages, etc., c'est normal, c'est que j'ai pris un petit tsunami comme ça et à mon avis c'est pas fini par rapport à la réouverture. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez une chose, soyez prudents. Ne vous blessez pas, ça serait con de repartir sur un an sans sport. Et en un mois, déjà, vous allez avoir les bons résultats. Donc 9 juin, 9 juillet, je sais pas quand est-ce que vous avez posé vos congés, mais vous pouvez être plus beau là que maintenant en maillot de bain dans un mois. Voilà. Je m'arrête ici. Allez voir le lien pour les super triceps dans les notes de cette émission. Et bonne semaine à tous. Salut.